écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Bienvenue à Proie des mots, votre rendez-vous littéraire hebdomadaire sur la 106.1 Radio FM et sur la télé-école. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité très spécial, Khadim Fall Bamba, l'auteur du livre captivant Les échos du comment. Chers auditeurs, téléspectateurs, plongeons ensemble dans les profondeurs de son œuvre, explorant les thèmes poignants et les nuances subtiles qui animent ce récit extraordinaire et riche en émotions. Je reçois sur ce plateau Khadim Fall Bamba. Bamba, bienvenue chez Merci vous. beaucoup, cher. Comment vous sentez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Très bien. Chers auditeurs et téléspectateurs de la 106.1, vous qui, grâce à la magie technologique, nous suivez depuis votre écran, restez à l'écoute pour une conversation fascinante sur la vie, l'amour, la société et bien plus encore à travers les yeux et la voix de cet écrivain talentueux qui est là devant moi. Cet écrivain, c'est Khadim Fall Bamba. Il est ingénieur en planification économique et gestion des organisations. Khadim Fall a aussi mis en place une marque BEA, Bamba Élégance Africaine. Et cette marque essaie d'allier élégance et africanité. Il est, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, l'auteur du livre captivant Les échos du comment. Je vais laisser Khadim Bamba commencer, ouvrir cette séance d'émission avec une séance de lecture. Mon âme voyageait entre deux mondes. Je donnais l'air de dormir, mais j'étais conscient de chaque minute de mon sommeil, incapable du moindre effort physique. Dois-je rompre le lien avec ce monde, alors que je suis au milieu crucial de ma vie? Moi, jeune marié dont l'âge frôle la trentaine, dois-je cesser de respirer, de me terrer si facilement? Dois-je faire mes adieux? Non, cela ne me correspond pas. Cela ne correspond pas à mes convictions. Je déteste la mort. Je souffre d'un trouble de la conscience. Je ne réagis plus à aucun stimulus externe. J'ai l'impression que mes deux hémisphères cérébraux sont atteints et ne répondent plus. Mon trouble est démesuré. Je crois que je suis dans le comment. Je crois que je suis dans le comment, ainsi voit jour les échos du comment. Une œuvre parmi tant d'autres de Khadim Fall Bamba. Les échos du comment, Khadim. Pouvez-vous nous parler du choix du titre, Les échos du comment, et la signification du comment dans ce contexte de récit? Merci beaucoup, Seydina. Pour moi, le choix du titre n'est pas anodin. C'est des échos, c'est également le comment. Et le comment, comme vous le savez, pourrait être considéré comme une période où l'individu est suspendu de façon physique, mais également symbolique, et n'arrive pas à réagir avec les éléments externes. Notamment, il ne réagit à aucun stimuli. Et donc, cette personne-là qui est dans le comment a tendance à vivre des histoires que les autres ne connaissent pas forcément. Je dis très souvent, il y a autant de façons de vivre le comment que de personnes dans le comment. Et donc, ces façons de vivre le comment-là ont tendance à révéler des échos. Les échos pouvant être les effets qui vont émaner de ce comment lorsque la personne va sortir du comment, ou bien évidemment les échos qui sont à l'intérieur de cette personne-là. Cette personne peut être en train de penser, il peut être en train de vivre à l'intérieur sans pour autant que les autres sachent. Donc, l'écho représente pas ici le calme que les autres pouvaient imaginer. Cela ne représente pas le silence que certains pensent du comment, mais cela représente les mots qu'on ne dise pas, qu'on n'entend pas, mais également les mots qu'on ne voit pas. Les mots qu'on ne voit pas. Khadim, avez-vous été dans le comment? Non, peut-être le temps d'écrire. Le temps de finir le livre, j'ai été dans un comment, mais mon comment à moi. Et il faut également comprendre que ici, l'auteur essaie de l'écrire à sa façon. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, le roman ne traduit pas forcément la réalité de façon exacte. Donc, à chacun sa façon de vivre le comment. Et comme la médecine a des limites en ce sens-là, il faut également que nous, écrivains, nous puissions aller au-delà de ces limites-là et donc se créer des histoires. Oui, je l'ai été, mais le temps d'écrire le livre. Le temps d'écrire le livre, Les échos du comment. Alors, avez-vous connu des personnes
qui ont été dans le comment et qui ont peut-être eu l'occasion de converser avec vous et qui vous ont expliqué leur situation. Donc, si c'est le cas, est-ce que cela a dû vous inspirer pour pouvoir, en tout cas, écrire ce livre? Oui. Au-delà de la lecture et des recherches, on va dire que également, il y a eu des personnes qui m'ont marqué de par leur état comateux. Il y a notamment des femmes. J'ai une amie qui a été dans le coma après son accouchement, qui également m'a raconté son histoire, qui d'une certaine façon a dû m'interpeller. Et il y a également une autre. Mais ce que j'ai remarqué de ces deux personnes-là, c'est que chacune d'entre elles avait sa façon de vivre le coma. Quand l'une, par exemple, te dit qu'elle ne se souvenait de rien, que ce sont les gens qui lui ont dit qu'elle a été dans le coma, l'autre, par exemple, te dit qu'elle sentait les bruits externes, qu'elle sentait les visites, qu'elle voyait les gens venir et repartir, etc. Et donc, la séance et les recherches également m'ont permis de comprendre qu'en réalité, il existait beaucoup de types de comment, et donc chacune des personnes avait également sa façon de le voir. Et même si je n'ai pas été dans le coma, pour moi, le coma ici est utilisé comme une prétexte pour raconter une histoire, une prétexte pour sensibiliser, une prétexte pour dénoncer des mots, mais également une prétexte pour être là où je n'ai jamais été. Parce que s'il est vrai que le livre est un moyen pour les lecteurs de découvrir un monde nouveau, ça doit également être un moyen pour l'écrivain de découvrir un monde. Effectivement. Ça doit être un moyen pour l'écrivain de découvrir un monde. Et ainsi, dans le livre Les Échos du Comment, vous avez comme personnage principal Massamba Diop. Et donc, vous prenez Massamba comme alibi pour explorer les mots de la société. Et parmi ces mots de la société, il y a thématique qui est important pour vous, pour l'avoir mentionné dans le livre. C'est la banlieue, que d'aucuns nomment banlieue, certaines personnes qui sont dans la banlieue et qui ne sont pas d'accord sur les préjugés à l'encontre de la banlieue disent que c'est pas la banlieue, c'est le banlieue. Et si dans le livre vous parlez de la banlieue sur un autre terme, vous appelez la banlieue ici, pour vous faire comprendre aux lecteurs que vous aussi vous faites partie de cette banlieue, de la banlieue ou du banlieue. Ici, pour y avoir vécu, pour avoir grandi dans la banlieue, pour avoir eu des amis et de la famille également dans la banlieue, mais également pour avoir vécu toutes ces stigmatisations-là à l'endroit de la banlieue. On va dire que les complexes continuent à naître. Si pour certains c'est entre le monde rural et le monde urbain, pour d'autres c'est entre la ville, mais également entre la ville et le banlieue. Et certaines stigmatisations qu'on fait à l'endroit de la banlieue ne sont pas des stigmatisations vraies quand on y va jusqu'au fond, parce qu'on se rend compte que la banlieue regorge des potentiels, la banlieue regorge des personnes vraiment très talentueuses et qu'on devrait davantage investir sur ces banlieues-là au lieu de chercher on va dire des mots qu'on colle à ces personnes-là, à la place de les aider. On va dire que même dans nos programmes d'investissement, par exemple, au niveau de l'État, quand il faut investir sur l'ambiance, sur certains, je ne dirais pas que ce n'est pas important, mais en tout cas sur certains secteurs beaucoup moins importants, quand il faut investir sur la banlieue, on mise sur ces secteurs-là, pensant que les gens de la banlieue, parmi la banlieue, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas de jeunes engagés, éveillés, qui sont conscients des maux de la société et qui, d'une certaine façon également, peuvent contribuer à la lutte contre ces maux-là. Pour moi, la banlieue, c'est tout sauf ce qu'on dit d'elle. Donc, la banlieue, elle est laissée en rade, que ça soit par rapport aux politiques économiques mises en place, par rapport à la perception que les gens ont de la banlieue. Alors moi, j'ai envie de lire un passage ici, quand vous parlez de la banlieue. Parce que moi, quand j'ai lu ce livre, j'étais agréablement surpris par rapport au style du livre qui est impressionnant. Vous dites, ici, nous ne vivions que parce que l'autre le veut. Ici, nos valeurs se noient dans les lacunes de la gouvernance. Ici, le cerveau réagit beaucoup plus rapidement au rythme des tambours qu'au son silencieux des pages vierges qui languissent dans l'attente d'une réaction de projet. Ici, l'école est un luxe et le parcours éducatif est entravé par une situation familiale désolante. Ici,
les parents ne mettent pas leurs enfants dans de bonnes conditions et pourtant, ils attendent en retour que ces derniers réussissent dans la vie. Ça en dit long, hein. Et vous dites que la banlieue m'a façonné comme le fer dans la forge. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et quand on lit aujourd'hui ce qui se passe dans les journaux, il n'y a que dans la banlieue qu'on entend certains faits sociaux. Telle personne a violé telle personne a agressé telle personne, de telle sorte que même, j'ai tendance à le dire, les chauffeurs de taxi, lorsque vous sortez la nuit et que vous voulez rentrer dans la banlieue, ils vous disent que non, j'y vais pas. Parce qu'on a tout le temps peur. On a tout le temps peur à cause de ces stigmatisations-là. Parce que 2 ou 3 exemples ont été divulgués dans les journaux. Beaucoup pensent qu'on peut taxer la banlieue de banditisme, des gens qui ne pensent pas au travail, des gens qui n'ont Dieu que pour l'ambiance, etc. Alors que derrière également, il y a cette partie-là invisible de l'iceberg qu'il fallait voir et donc analyser dans ce livre. Il y a du trésor dans la banlieue. Tout à fait. Merci pour ce clin d'œil à la banlieue, parce que les personnes aussi importantes, les personnes qui font aujourd'hui le bonheur de ce pays, souvent ce sont les gens qui viennent de la banlieue. Et merci d'avoir rappelé cela. Alors nous allons avancer un tout petit peu dans le livre, et toujours, comme je le rappelle, que le coma, c'est juste un alibi pour, dans ce livre en tout cas, essayer d'explorer les maux de la société. Et que donc dans ce livre, vous parlez aussi de la situation de la femme mariée dans un couple à la page 30-31. Et donc vous montrez là-bas dans ce récit qu'il y a des femmes qui vivent dans un ménage mais qui vivent tout sauf le bonheur. Des femmes braves mais qui sont rejetées, des femmes qui font le travail de toute la maison mais qui au final se retrouvent maltraitées, frappées, bâillonnées, etc. Donc c'est une thématique qui est importante pour vous. Oui, et très important. Qu'est-ce que vous avez voulu dénoncer? Très important. Depuis quelques années maintenant, je suis dans une organisation qui œuvre pour la défense des droits des femmes, notamment WIM Sénégal, que je salue de passage. Et ma longue pratique avec cette organisation-là m'a permis de voir les femmes de Matam, les femmes de Kédougou, de Thiès, mais également dans les autres régions minières du Sénégal. Et de comprendre également leurs souffrances, mais d'un autre point de vue également leur détermination. Et sur cette partie du roman, j'ai voulu faire un clin d'œil à ces femmes-là braves, qui sont sur les besoins éternels de leur famille du matin au soir, avec le dernier nez noué autour des reins, qui ne sont jamais fatigués, qui font des efforts, qui prennent en charge la scolarisation des filles. Ça me rappelle un projet que je suis en train de mener actuellement avec WIM Sénégal, notamment à Paris Genre, qui vise le maintien des filles à l'école par le biais de l'autonomisation des femmes. Et cette théorie-là, quand on l'a mis en pratique, ça nous a permis de comprendre qu'en réalité, même la scolarisation de ces filles-là dans certaines zones du pays sont prises en charge par les mères. Et donc, les autonomiser, ça revient également à maintenir les filles à l'école. Et ce sont des femmes qui souffrent, qui sont généralement victimes de violences. On en voit dans les journaux également au Sénégal, ou d'agressions sexuelles, mais qui n'ont pas quelqu'un pour parler à leur place si ce ne sont des femmes. Et pour moi, nous vivons dans un monde où il y a des femmes et des hommes. Si nous voulons, nous, hommes, être heureux, il faut que nous puissions rendre également les femmes heureuses. Si nous comprenons cette théorie-là, nous aurons une belle vie. Par contre, minimiser les femmes, violenter les femmes, torturer les femmes, ça revient tout simplement à anéantir sa propre vie. Et pour moi, il fallait que les hommes comprennent par ma voix. Par votre voix que les hommes comprennent. En tout cas, moi, j'ai compris. J'espère que tous les hommes-là qui sont en train de regarder cette émission à la radio sur la 106.1 FM et sur la télé-école, j'ose croire que tous ces hommes-là aussi ont compris le message. Alors, vous dites souvent que vous avez l'expérience, vous avez en tout cas été dans des différentes régions du Sénégal, dans un projet avec WIM Sénégal. Pensez-vous qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement de mentalité par rapport à cela, que les hommes, en tout cas au Sénégal, donnent beaucoup plus d'importance et de respect aux femmes? Aux femmes, oui. Je pense qu'il y a une nette évolution et qu'aujourd'hui, les organisations de la société civile ou les partenaires financiers qui financent également ces organisations-là y ont joué un rôle primordial, il faut également le reconnaître. Il y a une évolution parce qu'il y a de cela des années, des hommes comme moi n'osaient pas prendre la parole pour dire qu'on va défendre les femmes, etc. Parce qu'on te catégorisait vite fait.
Et il y a une évolution parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles, le taux de scolarisation des filles est quand même important. Même si aujourd'hui, l'enjeu n'est plus la scolarisation, mais le maintien de ces filles-là. Il y a une évolution parce que dès l'instant que j'ai terminé mon discours, toi-même, tu m'as dit que oui, moi aussi, j'adhère à la cause. Et aujourd'hui, ces organisations-là ont beaucoup de champions qui sont à leur côté et qui sont en train de lutter pour une épanouissement également de ces femmes-là. Un épanouissement social, mais également un épanouissement économique. Et au fur et à mesure, avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit que les gens également commencent à comprendre le message et qu'en réalité, ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes ou des hommes contre les femmes, mais c'est juste un combat pour une vie meilleure. Un combat pour une vie meilleure, surtout savoir que entre l'homme et femme, il n'y a pas de combat qui tient. Non. Il y a une complémentarité qui doit peser. Alors, vous êtes quand même magnifique. Merci. À travers un récit dans lequel votre personnage principal est entré dans le commun, donc tout se passe dans son subconscient, vous arrivez quand même à traiter plusieurs sujets et toujours ne jamais sortir de la grande ligne, la ligne de départ. Et vous dites, vous traitez aussi un sujet important dans ce livre, la confiance de soi, l'estime de soi, qui semble avoir une place aussi considérable que les autres thématiques que vous avez eu à traiter dans ce livre. Et vous avez voulu montrer que malgré les problèmes, bien que espoir il y en a, s'il n'y a pas estime de soi et confiance de soi, l'on ne peut arriver à rien. Vous revenez sur cette thématique de l'estime de soi. Parce que pour moi, lorsqu'on perd la richesse, on ne perd rien. Si on perd la santé, on perd une partie de notre vie. Mais lorsqu'on perd la confiance en nous-mêmes, on perd tout. Donc, ce n'est pas que la confiance en soi a seulement une importance dans le livre, mais dans ma propre vie, elle a une importance capitale. Nous vivons dans une société très compliquée. On demande souvent aux étudiants d'avoir une certaine expérience avant de déposer leur CV dans une entreprise. Quelqu'un disait que le simple fait de vivre au Sénégal, ça suffit comme expérience professionnelle. Parce que quand on vit au Sénégal, avec les obstacles auxquels on fait face, on est vraiment un warrior, quoi. On est un guerrier. On devait inclure sur nos CV. Sur nos CV, j'ai vécu au Sénégal. Et rien que pour ça, ça montre que vous avez une certaine capacité de résilience, vous avez une endurance en vous. Nous avons une société qui nous met continuellement la pression de façon sempiternelle et sans qu'on ait la possibilité de placer un mot. Surtout les femmes, je reviens parce que elles ont occupé une place quand même très importante dans le cadre de ce livre-là. Et nous avons nos réalités, nos normes sociales qui sont bonnes d'une part, mais d'autre part également qui nous gangrènent. Très contraignantes. Qui sont parfois très contraignantes pour un jeune qui vit au XXIe siècle. Et donc, face à tout cela, il faut une certaine confiance en soi pour pouvoir avancer dans ce pays-là. Il faut une certaine confiance en ses convictions, en ses compétences, etc. Parce que nous vivons dans une société où les gens ont tendance à nous rappeler tous les jours que nous sommes médiocres, nous sommes incapables, que nous sommes trop jeunes et que l'avenir est devant nous. Alors que tel n'est pas le cas. L'avenir, c'est maintenant que cela se prépare. L'avenir, c'est maintenant que cela se prépare. En parlant d'avenir, l'on lui dit, moi, c'est un maxime. Et que dites-moi quelle jeunesse vous avez, je vous dirai quel avenir vous aurez. En parlant, par exemple, du Sénégal et en parlant d'avenir, on va parler d'avenir sans parler d'éducation. Oui. Et au Sénégal, quand on parle d'éducation, on va ne pas parler des universités, nos universités. Et dans nos universités, il y a des étudiants, bien entendu. Et vous avez été orienté après votre bac à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tout à fait. Vous y avez vécu une certaine expérience qui vous a poussé à aussi traiter cette thématique-là dans ce livre. Être étudiant au Sénégal et la situation des étudiants au Sénégal, comment vous l'envisagez? Difficile, compliqué, très difficile et dur à décrire à la fois, surtout quand on a goûté à cette vie estudiantine-là, on se rend compte que c'est vraiment difficile et qu'il faut qu'on repense le système comme on a l'habitude de le dire. Et on espère que ce système-là va être repensé vu ce qui vient récemment de se passer. J'ai été orienté en mathématiques, physique, informatique à l'université. Comme tout étudiant, on est au début enthousiasmé, on a envie d'être à l'université, d'entrer dans la cour des grands. Mais on se rend compte qu'une fois à l'université, que nos rêves ont été vendus
à des machines qu'on ne nous a pas écoutées avant de nous orienter. Moi, par exemple, avant les maths, j'ai été orienté en physique, chimie. Mais c'est les maths que je voulais. Donc, il fallait me battre. Il fallait aller à l'université, demander des renseignements, faire tout pour qu'on m'oriente en mathématiques parce que c'est ce que je voulais. Mais certains n'ont pas eu cette chance-là. Certains ont juste dit oui à l'ordre qui leur a été donné. Et donc, c'est dangereux parce et donc, vous dites dans le livre, en parlant de l'orientation, oui, que vous dénoncez, oui, la manière dont on le fait, vous dites que quand l'État est en train de confier notre avenir à des machines, parce que ce sont des machines finalement qui font les loteries pour dire que telle personne va aller là-bas parce que juste au bac, tu as eu tel ou tel moyen, alors que cela ne représente pas véritablement qui tu es. On prend pas le temps d'écouter les étudiants pour comprendre un peu leur choix, leur motivation, etc. Et c'est important parce que lorsque vous orientez à un étudiant qui voulait aller, par exemple, à une faculté A au niveau d'une faculté B, vous êtes en train de violer son rêve. Et j'ai tendance à le dire, on doit rêver sa vie avant de vivre sa vie. Et lorsqu'on vit une vie qu'on n'a pas rêvée, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, c'est généralement ce que nous sommes en train de vivre. Vous êtes orienté dans une faculté que vous n'avez pas choisie. Vous arrivez à l'université, les conditions de vie ne vous permettent pas de travailler comme il se doit. Hein? Les étudiants sont nombreux. On n'a pas pris le temps de savoir qui doit aller à l'université et qui ne doit pas aller à l'université parce qu'il faut le reconnaître. Tout le monde n'a pas forcément sa place à l'université. Mais avant également d'en arriver au bac, on n'a pas fait cette distinction-là entre qu'est-ce que les gens voulaient réellement. Il fallait juste les amener là où se trouve la masse, et donc là où il y a la masse, il y a moins de réflexes, il y a moins d'intelligence, les gens n'ont pas le temps de réfléchir et donc de produire intellectuellement. C'est pourquoi l'université a été créée. Et pour moi, il y a beaucoup de tard au niveau de l'université, notamment dans la condition de vie des étudiants, qui ne permet pas aux étudiants de s'épanouir, et c'est difficile. Il faut non seulement le dénoncer, mais il faut le changer. Il faut le changer, et il y a un personnage dans votre livre qui a essayé de changer la donne à l'université, Cheikh Ibra. Mon préféré. Votre préféré, d'accord, et je crois le préféré de plusieurs, en tout cas de vos lecteurs, quand ils ont déjà goûté à ce livre. Donc, je vais vous demander, avant de continuer, Khadim Fall Bamba, d'ouvrir le livre à la page 44. Ok, chef. Et de nous lire la réponse salée que Cheikh Ibra a donnée à un des hommes politiques, en tout cas une des autorités qui était venu à l'université. Celui-là, je pense qu'il était venu à l'université. Et Cheikh Ibra, je pense qu'on lui a pas donné la parole ce jour-là. Il a juste levé la main, comme on a beaucoup d'étudiants révolutionnaires dans nos amphis qui prennent la parole quand on leur donne pas. Il dit à l'homme politique. Et il était décidé à prendre la parole ce jour-là. C'est par la suite que son père lui a changé d'école pour ne pas qu'on tue son fils également. Et un peu pour rendre hommage à tous ces étudiants-là qui, en essayant de défendre leurs droits, ont été soit tués ou bien emprisonnés. Donc, il dit, vous nous verrez comme des pions, nous accepterons d'être des éléments sine qua non, car votre jeu vers le trône est perdu d'avance. Si vous ignorez notre force, nous prendrons le soin de vous le rappeler. Le temps pendant lequel vous étiez assis entre deux chaises et où seul notre oui vous ramenait face à vos besoins politiques et vous suffoquez. Il dit, vous croyez que nous sommes des cons? Mais loin de là, notre vision des choses brave vos conceptions réduites et ternies par vos besoins outrecuidants et culottés. Nous, cons que nous sommes, avions été aveuglés par notre désir de changer la condition macabre des populations. Vous nous verrez comme des perroquets qui n'ont que dalle dans la poche et qui se lamentent d'une aumône mal ordonnée, les bourses. Nous accepterons de vous tendre la main si c'est pour récupérer ce qui nous appartient. Vous nous verrez comme des désespérés. Vous n'avez pas tort, car vous avez sucé l'espoir qui nous liait. Le paradoxe dans vos courses à la parole, dans les émissions télé, comme des hommes aux idées opposées, et vos rencontres amicales dans vos restos de luxe nous ont permis de croire que vous avez perdu le droit d'être cru. Je sais que vous ne serez pas content, mais j'ai l'habitude de déplaire. Je vous remercie. Et vous dites, parce que vous étiez présent ce jour-là, donc vous vouliez l'interrompre, mais ses propos sonnaient justes et vrais. C'est ce qui arrive très souvent quand on a envie de dire quelque chose mais qu'on n'a pas le courage. Parce que Massamba n'a pas le courage de dénoncer. Il n'a pas eu même le courage d'affronter son propre père, ce qui lui a amené dans le coma. Mais Cheikh Ibra, lui, il n'avait pas froid aux yeux. Et s'il avait un objectif, il y allait jusqu'au bout.
Et c'est certainement parce que chez Cheikh Ibra là, le personnage n'a pas été choisi de façon anodine. On va y revenir juste après avoir rappelé à nos chers auditeurs et téléspectateurs de la 106.1 et de la télé-école que vous êtes toujours sur votre émission Croix des mots et qui aujourd'hui reçoit Khadim Fall Bamba, auteur du livre captivant que voici qui fait l'ordre en tout cas de cette émission Les échos du comment. Les échos du comment de Khadim Bamba. Alors, Cheikh Ibra, ce n'est pas un personnage choisi de façon anodine. Parmi les personnages, il y a Cheikh Ibra, il y a Massamba, il y a Jojo, Draman, le couple, Cathy et tout. Mais avant d'en venir à Cheikh Ibra, pourquoi le choix de ces personnages, de Cheikh Ibra, de Massamba, de Bamba? Pourquoi les noms, c'est des noms qui m'entourent, c'est des personnes qui m'entourent. Et au quotidien, oui, parce que quand je prends l'exemple des deux parents de Massamba, Abdul Aziz et Aram, Awa Diallo. Le Awa, c'est une sœur. Le Diallo, c'est une amie, ma meilleure amie. Et le Abdul Aziz Diop également. Je ne pouvais pas choisir un autre nom pour donner un personnage aussi détesté qu'un homme que je déteste bien également, Abdul Aziz. Mais au-delà de ces personnages-là, oui, ça tourne autour de Massamba et de Cheikh Ibra. Et moi, je m'appelle Bamba. Et spirituellement, j'adore convoquer la spiritualité dans mes écrits. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est moi. Et Massamba, Serigne Massamba Mbacké, a été connu par le fait qu'il écrivait bien, qu'il était un calligraphe, etc. Et il y a également Cheikh Ibra. Cheikh Ibra, on le connaît, Cheikh Ibra Fall Lamp. Deux choses, parce que j'adore le nom Cheikh Ibra. J'ai tendance à le dire, moi, les deux prénoms d'hommes que je préfère au monde, c'est Noreni et c'est Cheikh Ibra. J'adore quand ça sonne dans mes oreilles. Et donc, l'autre chose, c'est le courage de Cheikh Ibra Fall Lamp, sa détermination, sa fougue. Et je sais que portant ce nom-là, il pouvait défendre tel que le faisait Cheikh Ibra Fall Lamp. Il pourra défendre également les idées. Il pourra parler à cette société-là parce que également, c'est ce à quoi Mame Cheikh Ibrahima Fall faisait appel. Il pourra se faire la voix de la société, la voix des sans-voix. La voix des sans-voix dans le comment. Et il y a le Massamba également qui est un homme également, un grand que j'adore, que j'admire beaucoup, Massamba. Qui également faisait partie des premiers à croire au projet. Et quand il s'agissait de choisir, je me suis dit que ça pouvait sonner bien, parce que c'est un homme également qui est très déterminé, bien qu'il n'est pas comme ce Massamba-là, parce que lui, c'est un patriote, il sur les réseaux, il parle vraiment. Et pour moi, c'est un peu cela. Jojo également est une femme très farouche, très déterminée dans la vraie vie, que j'ai connue, avec qui j'ai pratiquement grandi. Et pour moi, il fallait également la convoquer dans le livre pour également lui faire parler. Donc, une façon de vous dire un peu que ce ne sont pas seulement des noms qui ont été choisis au hasard. Parce que Draman Dembélé, qui est un professeur d'anglais, qui a une pédagogie nommée hors pair et qui adore très bien également sa famille. Je lui ai dit, même cela, je lui ai rappelé des anecdotes où j'ai assisté à des rencontres avec sa famille. Je lui ai vu faire. Je lui ai dit que tu te rappelles de tel ou tel jour quand j'étais chez toi. C'est ce passage-là que j'ai utilisé dans le livre parce que j'adore la manière dont tu traitais tes enfants, ta femme, etc. Cathy également, qui est une amie très belle, avec une voix d'ange, que j'ai également choisi dans le livre. Et tant d'autres comme Rokaya et autres qui me parlent au quotidien. Qu'est-ce que cela vous fait de choisir des personnes qui vous sont familières, qui vous entourent au quotidien et de les placer dans ce livre? Avez-vous voulu montrer quelque chose? Je voulais être vrai. Être vrai dans le sens où si je prenais d'autres personnages qui ne me parlaient pas, on n'allait pas me sentir dans le livre. Il y a beaucoup de passages dans le livre qui me parlent, bien que je le cache parfois pour des raisons personnelles, mais il y a beaucoup de passages qui me parlent. Mais il fallait que j'utilise des personnes qui sont proches, déjà pour la description, leurs caractéristiques, etc. Mais également, il fallait le faire pour être beaucoup plus authentique, parce que je les connais, je les ai côtoyés et je les admire également. Et c'était une façon également de leur rendre hommage. Alors, on va toujours rester dans le style du roman. Vous commencez le livre par la fin. Oui. Il faut être Bamba pour le faire. J'avoue
que j'ai eu des confusions avec la maison d'édition, Farad Al-Farouk, un homme jovial, très gentil, déterminé, qui a également aimé, apprécié et porté le projet, que je remercie de passage. Il y a également Sidi Mohamed, à qui j'ai plusieurs fois fatigué parce qu'il a réécrit beaucoup de passages dans le livre. C'est également un homme que je respecte beaucoup. J'en arrive à oublier votre question. Alors, vous commencez le livre. Oui, par la fin. C'est pourquoi vous l'oubliez. Oui. J'ai commencé le livre par la fin parce que j'ai écrit la fin avant d'écrire le contenu du livre. Je savais comment allait se terminer le livre, donc, mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour en arriver là. Pour moi, il fallait en arriver à la fin, ou comment, à une personne qui est en train d'être drainée par sa mère. Les médecins l'apportent à la salle de réanimation où il est entre la vie et la mort. On se pose la question, est-ce que il va vivre, est-ce qu'il va pas vivre? La réaction de sa mère, l'amour maternel qu'il y a là-bas, toute cette émotion, j'ai voulu le mettre au début. Et maintenant, je donne la parole à la personne au niveau du comment. Bien que ce n'est pas quelque chose que l'on entend tous les jours, et que cette personne-là puisse nous raconter sa vie. Qu'est-ce qui lui a amené ici? C'est comme quand vous arrivez à la police. C'est à partir du moment où vous arrivez au commissariat que commence votre vie. Ou bien que commence votre vie. C'est ce que pensent les autres. Mais en réalité, c'est au moment où vous arrivez au commissariat qu'on dit c'est terminé. Mais quand vous arrivez, on vous entend. Et on a envie de savoir ce que vous avez fait pour en arriver là. Et vous commencez à raconter. Donc, il y a une certaine rétrospective que j'ai voulu représenter dans le livre. Et étant dans le comment, dans le livre, il parle au conditionnel. Oui. Il parlait au conditionnel, surtout quand il décrivait l'ambiance autour de lui, parce que ne savant pas nettement ce qui se passe, il était quand même dans le comment. Donc, quand il parlait de sa mère, de la réaction de sa mère, il parlait dans le conditionnel. Et connaissant sa mère, il se disait que ma mère, la connaissant, elle doit être en train de faire ceci, de faire cela, etc. Mais en vérité, Massamba ne connaissait pas tout ce qui se passait à l'extérieur de lui. Mais ce qu'il savait par contre, c'est ce qui lui a amené dans ce comment-là. Et cette partie de sa vie, il pouvait se le raconter. Et moi, je vais faire un témoignage. Quand l'idée m'est venue de vous inviter sur ce plateau pour discuter de ce livre. Bien entendu, j'ai pris le livre que j'ai commencé à lire. Et ça m'a tout de suite plu. Et donc, j'ai voulu aller dans un endroit où je vais rester seul pour pouvoir lire ce livre et mieux m'en délecter. Donc, je suis parti à la mer à une heure un peu tardive. Donc, je lisais ce livre et il y a une personne qui est venue m'interpeller. On dit qu'il veut lire avec moi. Donc, je lui fais de la place. La personne est assise à côté de moi. Donc, elle m'a demandé, cette personne, de lire le passage que je suis en train de lire à haute voix. Donc, j'ai commencé à lire à peine 2 minutes. La personne s'est mise à pleurer. J'ai pensé que c'était parce que j'ai une voix qui... Parce que souvent, ma voix, elle n'est pas agréable. Mais je me posais 1001 questions. Pourquoi elle pleure? Là, j'ai fermé le livre, j'ai essayé en tout cas de faire de mon possible pour qu'elle arrête de pleurer. Et une semaine après, la personne me laisse un message. Vous dit qu'elle pleurait tout simplement parce qu'elle croyait vivre sa propre vie. Quand j'étais en train de lire un passage du livre. Et cela m'a impressionné. Déjà, j'étais impressionné par votre style d'écriture, par la pureté de l'histoire et par la simplicité aussi de l'histoire, parce qu'il n'est pas difficile mais par votre capacité en tout cas aussi à entrer dans le cœur de vos lecteurs, par votre capacité à associer vos lecteurs dans votre histoire, dans votre récit. C'est vraiment incroyable. Et c'est ça également le but de l'écriture. C'est arriver à toucher des âmes qu'on ne connaît pas certainement, à entrer dans leur quotidien, dans leur vie, à leur parler de façon indirecte. Je ne dirais pas que les plus de 100 personnes qui ont déjà acheté le livre, que je les connais forcément, je ne les connais pas, et certainement ils sont en train de lire, ils ont leur critique à eux, leur appréciation, ça leur a touché, ça ne leur a pas du tout parlé, mais c'est comme ça parce que nous également, on a beaucoup lu, et à chaque fois qu'on lisait des livres de quelqu'un d'autre, on se retrouvait. Si on arrive à créer un monde comme ça, où on arrive à inviter de belles âmes à entrer dedans, à se connecter avec ce que nous faisons, je pense qu'on va juste dire qu'on a réussi notre objectif. C'est aussi dire que
tout comme vous avez choisi des personnes qui vous sont familières comme personnages dans ce livre, l'histoire aussi ou les histoires racontées dans ce livre aussi sont des histoires réelles. Oui, il y a des histoires réelles qu'on lit. Automatiquement, on se dit, mais comment c'est possible? Parce que beaucoup de lecteurs m'ont interpellé. Comment un homme peut être comme ça? Comment on peut traiter sa femme, son fils comme ça? Mais c'est des choses. Par exemple, on vous a interpellé sur ça. Oui, on m'a interpellé sur les personnages, les histoires, certaines séquences, mais c'est des choses que des amis à moi ont vécues avec leurs propres parents. Et en me parlant de leur histoire, j'ai été vraiment assez chargé que quand je transcrivais ça sous forme de mots, je l'avais pas fait exprès. Et il fallait que ça se raconte par quelqu'un. De façon indirecte, bien évidemment, il y aura une partie de fiction, des choses qui n'existent pas qui vont être mises dedans, mais le plus important, c'est de savoir que oui, il y a beaucoup d'éléments qui existent dans la vraie vie et dont j'ai été témoin, directement ou indirectement. Et dans ce livre aussi, vous donnez une dose d'optimisme. Vous dites, malgré que c'est difficile, malgré qu'il y a des problèmes, et il faut rester optimiste. Moi, ça m'a plu dans le livre, ce degré d'optimisme-là. Et il y a une histoire qui corrobore cela, que tout finit par arriver à celui qui sait attendre. À la page 89, la vie est une pièce de théâtre dont nous ignorons tout le scénario. Là, c'est parce que vous aviez un ami d'enfance qui était un talibé. Oui, Tierno. Donc, Tierno, qui venait souvent trouver de la pitance chez vous. Donc, vous l'aidiez. Un jour, il devient grand et il devient un grand commerçant, une personne respectable. Un bon jour, une nuit, vous vous retrouvez dans le besoin et Dieu fait que vous vous retrouvez et c'est à cette personne-là que vous aidez il y a bien des années qui aujourd'hui est là pour vous aider, pour vous prendre en charge. C'est vrai. Et par le personnage de Tierno, j'ai voulu également montrer la vie ou le parcours de ces personnes qu'on appelle des Nongodara, qu'il ne faudrait pas les minimiser. Et au-delà des Nongodara, des personnes avec qui on a grandi, qui sont dans une certaine situation qui n'est pas forcément la nôtre, on a tendance à les rejeter, à les minimiser. Alors que la vie, aduna dafa gudd tank, on ne sait pas celui qui demain sera notre sauveur. Et c'est ce qui est arrivé à Massamba. Lui donnait des briques de sucre à Tierno quand il venait à la maison. Ce Tierno-là, demain, va le secourir parce qu'il va se retrouver à la rue et Tierno va apparaître comme un ange envoyé par le ciel. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons faire en sorte que ça soit du bien parce que ce n'est que comme ça qu'on sera demain heureux de se faire raconter cette partie de notre histoire. Et il faut également qu'on soit clément à l'endroit de ces personnes qu'on appelle des talibés ou des personnes en situation en difficulté qu'on rencontre souvent dans les rues pour se dire que la vie, elle est courte, oui, mais parfois elle peut être longue. Et sur ce passage-là, sur ce parcours-là, beaucoup de choses, beaucoup de surprises peuvent arriver. Et donc, il n'y a que ceux qui faisaient du bien, qui ont envie d'être devant leur télévision pour voir leur vie défiler, quoi. Et il faut être bien. Il faut être bien. Oui, il faut être bien parce que si vous n'aviez pas été bon avec Tierno ce jour-là, peut-être qu'il serait même bien avec moi aussi, mais je n'aurais pas cette tranquillité d'esprit. Alors que quand on est bien et qu'on nous redonne ce qu'on avait donné auparavant, c'est comme une monnaie de notre pièce là qu'on nous rend. Par contre, quand on a été mauvais, après gâche lañ ci jëlé quoi. C'est parce que vous avez été bon avec Tierno qu'à ce moment-là, vous vous sentiez fier et perturbé. C'est ça, à la fois. Exactement. Alors, la relation entre l'auteur de ce livre, Les Échos du Commun, Khadim Fall Bamba, sa relation avec la spiritualité. Tantôt vous parliez des personnages qui ne sont pas anodins, le nom des personnages, Cheikh Ibra, Massamba. Vous êtes un fervent mouride, ancré dans le mouridisme. Vous êtes aussi un fervent musulman. Dans le livre, on sent que vous avancez des hadiths, des interprétations, en tout cas, du Seigneur, des injonctions qu'il donnait aux fidèles. La relation entre Bamba et la spiritualité, c'est quoi? C'est une relation étroite qui se justifie pas par le fait que je suis un saint, mais par le fait que je suis mauvais. Et c'est nous, les mauvaises personnes, qui devons de temps en temps nous rappeler du pourquoi on est dans ce monde-là. Et je n'ai pas voulu seulement raconter une histoire commençant par il était une fois et terminant par c'est là où se termine l'histoire.
où le prince est récompensé, la princesse retrouve son prince charmant, etc. Pour moi, il fallait une dose de spiritualité. Il fallait également des recommandations que je vais laisser au lecteur, ne serait-ce qu'une seule ligne. Et sur cela également, je remercie beaucoup mon très cher frère Abdoulaye depuis Canada, qui a également contribué beaucoup sur ce passage-là. Quand je l'appelais pour lui dire, Tierno va revenir vers Massamba. Et les deux, il faut qu'ils discutent. Il faut également que tu m'aides à discuter avec Massamba. Il me disait non, moi je ne peux pas discuter. Je lui dis c'est toi mon oustaz, donc il faudra que tu m'aides. Néanmoins, je vais t'orienter, te dire ce que je veux faire ressortir exactement sur ce passage-là. Et il y a beaucoup également contribué. Pour moi, c'est ça. On doit de temps en temps se retourner vers Dieu. On en profite, on est en train de faire l'émission en mois de Ramadan. Et c'est important parce que nous sommes des éternels pécheurs. On fait beaucoup de péchés. Toi, non, mais moi, beaucoup. Et moi, et comme on en fait beaucoup, il faut de temps en temps qu'on retourne vers Dieu. Et quand on est se rappelle mouride, de l'essentiel. voilà, comme le disait Mr. Blue, quand on est mouride, le mouride, ce n'est pas un autre musulman, que le mouride, c'est un musulman. Quand on suit les recommandations du cheikh, on ne peut que suivre les recommandations de Dieu, parce que le cheikh également suivait ses recommandations, et c'est ce qu'il nous a répété. Et ça a tendance à nous sauver sur beaucoup de choses. Si Massamba n'avait pas cette dose de spiritualité, peut-être que ce qui lui est arrivé à la fin ne va pas lui arriver. Même si par ailleurs certains me traitent de méchant du fait que Massamba ne s'est pas réveillé dans le coma, alors que c'est lui qui a vécu toutes ces choses-là. Mais la vie elle-même n'est pas juste. Et je n'aime pas vendre des rêves qui n'existent pas au lecteur. Bien que la personne qui a été pire dans le roman a eu sa dose, mais la personne qui en a le plus souffert ne s'est pas sorti gagnant dans le roman. Et c'est parce que également dans la vie, certains font du bien jusqu'à la fin de leur vie, ils commencent à recevoir le contraire. D'autres également sont les méchants de l'histoire et restent les plus forts de l'histoire. La vie, enfin, elle est fatale. Elle est fatale et injuste. Khadim, à quel moment avez-vous senti la nécessité d'écrire un livre? Ce livre-ci en particulier. Je pense que j'ai commencé l'écriture de ce livre en 2020, quand il y avait le coronavirus et que les gens étaient confinés à la maison. On avait du temps. On écrivait à ce temps-là. Tout le temps, j'écrivais. Différent de ces périodes-là, on est de plus en plus occupé. Et donc, j'en avais profité pour écrire des chroniques sur Wattpad, sur Facebook. Et les gens m'interpellaient beaucoup. À quand le livre? À quand le livre? Bien que ça a toujours été un projet dans ma tête, je me suis dit, puisque j'ai le temps, l'aspect temps est là, les gens m'interpellent, l'inspiration également est débordante parce que ces temps-ci, on ne sort pas beaucoup, il y a les couvre-feux et autres. Je vais en profiter pour écrire. Et j'en avais parlé à Serigne Hassan Boub, Mr. Blue, qui m'avait également beaucoup de fois motivé avec ses techniques pour me pousser à produire davantage. Et au fil du temps également, j'ai rencontré des personnes qui m'ont motivé à continuer. Et pendant cette année-ci, comme je finissais mon cycle d'ingénieur, je m'étais dit que le livre va sortir à la même période que je vais devenir ingénieur. Et grâce à Dieu, j'ai fini par faire ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. En tout cas, ce fut une réussite extraordinaire. C'est un livre captivant, riche en enseignements, en émotions surtout. Alors, nous allons peut-être finir ce qui semblait être une conversation, quoique c'était son monologue. C'est vous qui êtes le maître ici. Alors, peut-être dernière question, la tragédie personnelle de Massamba, vous l'avez dit tout à l'heure, elle peut être interprétée comme une allégorie du coma de tout un pays ici. Et en quoi cette interprétation va enrichir notre compréhension de l'œuvre? De l'œuvre. Pour moi, ça l'enrichit dans la mesure où, quand on est dans le coma, on est dans le calme. On est dans le silence total. Et on ne peut pas écouter si on ne se tait pas. Donc, pour écouter, pour entendre, il faut savoir écouter. Et l'écoute nécessite une certaine volonté d'écouter. Et cette volonté d'écouter la rime avec le silence. Et donc, quand j'invite les gens dans le coma, j'invite tout le monde à se taire et à se concentrer sur l'histoire de Massamba. Donc, le coma aura gagné le pari de faire appel à tout le monde au silence. Et donc, tout le monde sera concentré sur mais qu'est-ce qui est arrivé à Massamba? Parce que dès l'instant qu'on lit le début du livre,
Massamba vous dit, je suis dans le coma, et il vous dit que je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Et on sait comment comment l'histoire s'est terminée. On a envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là pour que cela soit, par exemple, la tragédie de tout un pays. Et nous l'avons parcouru durant l'émission. On a parlé de ces thématiques-là qui ont trait à la femme, à l'université, à la politique, etc. C'était une façon pour nous de profiter de cette prétexte-là de Massamba dans le coma pour raconter l'histoire de tout un pays, bien que nous avons tellement de problèmes qu'on ne peut pas les résumer sur un livre de plus de 100 pages. Donc, c'est le message que vous cherchiez à transmettre à travers cette œuvre. Tout à fait. Et lancer ce message-là d'optimisme également, comme vous avez eu à le souligner, qu'on doit être optimiste, peu importe ce qui nous arrive aujourd'hui. Certains sont dans le coma comme Massamba à l'heure où je vous parle. D'autres sont des handicapés qui sont en train de vivre le pire moment de leur vie. D'autres sont dans la pauvreté extrême et ne veulent qu'une chose, être riches. D'autres ont perdu et pensent ne jamais pouvoir gagner dans leur vie. Et il faut que toutes ces personnes-là soient optimistes pour savoir que la vie ne se limite pas à ce qui se passe aujourd'hui ou demain. Que quand on continue de faire les efforts qu'il faut, on finira par voir la lumière et donc par sourire. Et il faut y croire pour le voir. Et nous allons finir cette émission avec une dernière page de lecture pour corroborer ce que vous dites. La vie est faite d'épreuves et il y a toujours une dose d'optimisme. Donc, je vais vous demander de prendre encore le livre à la page 14. Et cette fois, nous allons lire phrase par phrase. Donc, ce sera nous deux pour la lecture. D'accord. Donc, vous commencez avec la première phrase. La première phrase dit que la vie est faite d'épreuves. Les épreuves nous font grandir. La perte d'un être cher, les déceptions amoureuses, les trahisons sont autant d'épreuves à franchir pour gagner notre équilibre. Rien n'est facile dans la vie, mais ce qui semble facile, ce qui semble difficile ne doit nullement être un obstacle ou un carcan qui nous empêcherait d'avancer sur le chemin de l'épanouissement. J'ai été animé d'un désir révoltant de comprendre ce que les médecins tramaient autour de moi. Éperdu, je peinais à saisir, sous cette lumière blanche suspendue au-dessus de ma tête, ce que ces hommes en blouse blanche faisaient. Je me rendis compte que mon état mortel, lorsqu'une odeur forte chargée d'alcool et de bétadine, d'une senteur forte désagréable, passa subitement par mes narines. Je ressentis au même moment une sensation de chaleur vive au niveau de mon front. Je devrais avoir sans doute de graves blessures, vidées de mon sang qui me restait de ma vie. Et je suis dans le coma. Et je suis dans le coma. Et je suis dans le coma. Khadim Fall Bamba, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir en tout cas et nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Inch'Allah. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette émission spéciale Proie des mots en compagnie de Khadim Fall Bamba. Nous remercions chaleureusement notre invité pour avoir partagé avec nous ses connaissances et le trajet de l'histoire sur les échos du Coran et pour nous avoir offert un aperçu fascinant de son processus créatif. Alors, nous espérons que cette discussion a enrichi vous qui nous écoutez et nous regardez à travers la télévision. Les pages de ce roman captivant. Restez connectés pour d'autres épisodes inspirants et enrichissants de Proie des mots sur la radio école 106.1 et sur la télé-école. À bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Thank you. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation.